Bonjour, je m'appelle Patrick Beau et je me suis toujours demandé pourquoi on ne parlait pas directement des choses intéressantes au début d'une conversation. Parfois, on voudrait poser des questions existentielles aux gens qui nous entourent, mais comme c'est pas forcément dans les codes, on finit par parler du temps qu'il fait. Dans Continue tu m'intéresses, je vais donner à mes invités l'opportunité de parler de ce qui les intéresse vraiment. Et si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Aujourd'hui, je reçois Emilien. C'est un champion de quiz considéré comme le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télé en France. Emilien s'est fait connaître en gagnant 647 fois d'affilée l'émission Les 12 coups de midi sur TF1. Au total, il est resté presque 2 ans à l'antenne. Mais derrière ce record incroyable, il y a d'abord un garçon passionné de culture générale qui depuis a créé sa propre plateforme de quiz. Et comme il adore les questions, on va commencer par celle-ci. C'est quoi qui t'intéresse le plus en ce moment ? C'est une bonne question. En fait, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est-à-dire que je peux pas définir ce que c'est en une seule chose. C'est-à-dire que tout m'intéresse. Par principe, ce que j'aime, c'est la culture générale. Donc en fait, je m'intéresse à énormément de trucs en même temps. J'ai pas de choses particulières auxquelles je m'intéresse, même si j'ai un peu repris quand même le suivi de l'actualité. Chose que je ne faisais plus spécialement en fait quand j'étais au 12 coups et que je bossais la culture générale pour l'émission. Là c'est vraiment, je reprends le suivi de l'actualité où en fait c'est mon intérêt personnel, intérêt lié à l'histoire, à la géopolitique, et c'est des choses en fait comme l'actualité ne tombe pas en question à la télé, et forcément je ne l'apprenais pas et je la suivais pas du tout. En fait, juste j'entendais quelques bribes par-ci par-là, mais je ne suivais pas l'actualité. Donc il y a énormément de choses d'un point de vue géopolitique que je n'ai pas suivi, absolument pas. Et j'essaye de rattraper un peu mon retard là-dessus parce que j'ai un véritable intérêt, moi, personnel pour ça, pour tous ces sujets-là depuis un moment. Et j'ai clairement mis ça entre parenthèses pendant un long moment. Ok. Oui, parce que en tant qu'expert en culture générale, par définition, tu t'intéresses un peu à tout. Mais est-ce qu'il y a quand même des domaines en particulier qui te passionnent plus que d'autres ? Ouais, évidemment. Tout le monde a ses intérêts, ses sujets où on est plus à l'aise que les autres. Clairement, moi, j'aime bien l'histoire. À la base, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça aussi que j'en ai fait mon centre d'études aussi. J'étais en licence d'histoire. C'est ça que j'ai commencé à étudier, et clairement il y a des sujets avant que je me mette moi à travailler la culture générale pour les quiz au sens large, des domaines auxquels je connaissais absolument rien, et puis je me suis mis à travailler ces sujets-là et à m'y intéresser pour les quiz à la base, et puis j'ai développé un intérêt qui à la base vient des quiz, mais un intérêt plus personnel par la suite. Par exemple, est-ce qu'il y a un domaine qui a été une révélation pour toi, alors qu'à la base tu l'as étudié juste pour les quiz ? Ouais, je pense en vrai la botanique. J'étais capable de dire ça c'est une fleur, ça c'est un arbre. Je suis toujours à peu près capable de faire ça, okay. Mais j'essaye quand même justement de m'y intéresser davantage, et j'essaye de reconnaître les plantes, les arbres. J'étais capable de dire oh ça c'est un oiseau. Maintenant j'essaye quand même de regarder quel oiseau c'est. J'ai toujours beaucoup de mal, mais en vrai maintenant que je connais les noms, justement c'est ça, j'ai appris tous les noms les noms scientifiques de plein de trucs c'est de la culture relativement peu intéressante quand tu ne la mets pas en application directement dans la vie réelle, et par contre ça me sert beaucoup dans les quiz, mais c'est justement hyper enrichissant de pouvoir appliquer ce qu'on a appris en théorie, de pouvoir l'appliquer justement dans la vie réelle et se dire ah ça ressemble donc vraiment à ça, un être, rien que ça, ouais. Voilà. Il y a un truc intéressant sur ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a des connaissances qui sont pas forcément utiles. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur les réseaux pour faire la distinction entre le savoir utile et le savoir autotélique, c'est-à-dire le savoir qui est une fin en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser ce savoir pour autre chose, c'est déjà une satisfaction de savoir cette chose. Et dans ton cas, c'est un peu différent parce que concrètement, c'est ton métier. Donc toutes les choses que tu apprends, toutes les connaissances que tu apprends, elles sont non seulement autotéliques parce que ça t'enrichit personnellement, mais en plus, elles sont vraiment utiles parce que aujourd'hui, c'est devenu ton métier et c'est ce qui t'a permis de gagner ta vie. Ouais, et c'est vrai que j'ai pas vu passer cette vidéo. Je pense que j'aurais bien aimé. Mais ouais, il y a clairement ce truc-là de se dire
certes, ça m'enrichit personnellement d'apprendre parce que c'est toujours ce que j'ai aimé faire, c'est toujours ce que j'aime faire. Même maintenant que je suis plus dans l'émission, je continue à jouer, je vais toujours faire des quiz plusieurs fois par semaine, etc. Enfin, je joue tous les jours. Et ça, c'est quelque chose dont je peux pas me passer, en fait, véritablement. Et il y a aussi cette appétence pour l'envie de répondre à la question. C'est-à-dire que quand on entend la question, on est content d'y répondre. Il y a certes cette volonté d'apprendre la chose, mais c'est aussi satisfaisant, hyper satisfaisant de réussir à ressortir la réponse. Plus la réponse est difficile à sortir, plus la chose est obscure et plus on est content. Il y a un peu ce circuit de la récompense qui rentre en jeu, c'est-à-dire que si on répond à des questions très faciles, on s'est un peu ennuyé, et puis la chose se fait, c'est pas giga passionnant, mais par contre, même si on arrive à répondre à des questions, c'est pas super top, mais quand on arrive à répondre à des questions compliquées, là on est content. Alors qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, qui t'a toujours plu d'apprendre des choses et de répondre à des questions, ou est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait sur le tard ? Non, pour le coup, j'ai vraiment toujours bien aimé ça. J'avais des livres de questions. J'avais des livres genre C'est pas sorcier quand j'étais petit, un livre de quiz, le maxi quiz du C'est pas sorcier ou un truc comme ça. J'avais le grand livre des questions qui questionnent. Voilà, c'était mon livre de chevet quand j'étais en CE1. Donc vraiment, c'était ça. J'ai toujours aimé apprendre, répondre à des questions, avoir des questions. J'en ai toujours énormément posé, même autour de moi. Et ça a même assez vite dépassé les compétences de mes parents. Et normal, en même temps, qui saurait répondre à des questions d'enfants Oui, c'est très compliqué, je pense. Ouais. D'autant que les questions vont vraiment dans tous les sens. Et par contre, j'ai toujours aimé apprendre. Et l'aspect quiz, l'aspect vraiment me mettre à fond dans les quiz, là, ça s'est fait vraiment au confinement. Ok. Confinement où, en fait, je m'étais déjà mis à regarder un peu... Question pour un champion avant. J'ai toujours regardé des émissions de culture générale par-ci par-là au cours de ma vie, mais je me suis mis à regarder Question pour un champion bien davantage pendant le confinement, et puis je m'étais mis à prendre ne serait-ce que les drapeaux, tous les drapeaux, toutes les capitales parce qu'il m'en manquait. Je me suis mis à prendre pas mal de trucs, de grandes listes qui sont des grands classiques quand tu fais des quiz, mais que j'avais pas forcément. Capitale, etc. Exactement. Alors, toutes les préfectures, voilà, tout ça, capitale des États des États-Unis, tout ça, je me suis mis à apprendre ça. Et en fait, je me suis dit, pendant le confinement, je regarde les émissions et je me dis, mais cette question-là, elle est déjà tombée et je m'en souviens. Et en fait, en se disant ça, je me dis, mais si je continue à regarder les émissions, en fait, les questions, elles vont retomber et je vais m'en souvenir. Et en fait, c'est par ce processus-là où je me suis dit, mais si je continue à les regarder, je vais forcément avoir les réponses, et puis je vais pouvoir participer à un moment, puis je vais pouvoir m'améliorer, en fait, juste à répondre. Et donc, je savais que j'avais une mémoire qui tenait la route, me semblait-il. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai tout misé sur ça, et je me suis dit, de toute façon, j'aime ça. Autant continuer et apprendre des trucs pour l'émission et pour le quiz. Et je me suis mis à vraiment faire beaucoup plus de quiz à partir de ce moment-là. Donc c'est là que l'idée a commencé à germer de participer éventuellement à Question pour un champion. Ouais, c'est ça, effectivement. J'ai participé du coup un peu plus tard, 1 an et demi après, le temps qui me rappelle. Malheureusement. Puis j'étais mineur aussi à l'époque. Ah oui. J'étais mineur, j'avais que 17 ans. Donc ils m'ont rappelé plus tard parce que j'ai candidaté à Question pour un champion le 18 ans plus un jour. Ok. J'ai vraiment pas attendu très longtemps. Voilà. Et puis j'ai candidaté aussi à d'autres jeux. En fait, je voulais jouer, me mettre à l'épreuve. Et puis de toute façon, j'ai toujours aimé jouer. Alors, tous les jeux de manière générale, j'ai toujours aimé ça. Alors là, les jeux de culture générale, je me suis dit, en vrai, c'est marrant, j'y vais. Alors, j'ai une question par rapport à ça, parce que du coup, j'imagine que dans ta famille et dans ton entourage, auprès de ton entourage, tu étais le gars hyper calé en quiz et en culture générale. Avant de participer à un jeu, c'était déjà ton identité, j'imagine. C'était déjà un peu le truc, ouais. Du coup,
quand tu t'es retrouvé à participer à Question pour un champion, est-ce que tu n'avais pas une énorme pression par rapport à ça, de te dire, bah là, c'est un peu l'épreuve du feu, quoi? Alors, oui et non, dans le sens où Question pour un champion, j'y suis pas allé sans entraînement. C'est-à-dire que je fais partie de clubs de quiz, de clubs de questions pour un champion. Ah d'accord. Oui. Ça existe avec que des gens qui se réunissent pour jouer des quiz au format de l'émission. Et en fait, j'ai déjà participé dans des clubs. Depuis au moment où j'ai participé à l'émission, ça faisait déjà plusieurs mois que je jouais en club. Et j'avais déjà pu me tester, me mesurer face à des gens qui avaient gagné une cagnotte à l'émission. Voilà. Parce que les joueurs de club, de manière générale, ça reste les meilleurs quizeurs de France à peu de choses près, de manière générale. Il y a des gens, il y a des exceptions bien sûr, hein, mais de manière générale, c'est que des gens qui aiment faire des quiz. Donc forcément, quand tu aimes faire des quiz, tu te rends là-dedans, et quand tu te rends là-dedans, tu deviens meilleur, et c'est un cercle vertueux en fait. Donc, t'étais en confiance? J'étais pas en confiance, non quand même, parce que au contraire, je suis arrivé là-bas, j'étais extrêmement stressé, mais stressé comme je l'avais jamais été. Au point d'oublier les réponses un petit peu, des trucs que tu savais au point de faire une petite bourde, petite bourde à quelque chose qui probablement me coûte en partie la victoire, parce que je perds au face-à-face. Je passe les 2 premières manches. T'es allé au bout du coup, hein? Je suis allé au bout de l'émission, mais je l'ai perdu. Ouais. Je l'ai perdu. Mais mine de rien, je pense que j'aurais pas fait cette émission avec cette dose de stress là que j'avais au moment où je l'ai fait. J'aurais jamais fait le parcours que j'ai fait au 12 coups, parce que clairement je suis arrivé au 12 coups beaucoup plus détendu, beaucoup plus relax, en me disant en fait maintenant je sais comment ça se passe quand il y a des caméras, je sais que de toute façon c'est exactement la même chose que quand je joue chez moi ou quand je joue dans des clubs avec des amis. Et là c'est la même chose. À partir du moment où on me pose une question, j'arrive à peu près me mettre dans ma bulle, et normalement ça va, et je suis assez peu perméable, je dirais, à cette pression-là. Forcément, elle est là, et bien sûr, elle a un impact, mais moins, et en tout cas, j'étais davantage forgé à ce moment-là. Ouais, donc Question pour un champion a été l'initiation qu'il te fallait pour être à l'aise dans l'élément médiatique. Ouais, les carrément. caméras, les animateurs, etc. Ouais. Exactement, parce que ça reste quand même Question pour un champion, une émission qui met à l'aise. On voit assez peu les caméras en soi, le plateau est hyper intimiste, il y a le présentateur et les candidats dessus, et à côté on voit personne, donc en fait c'est vraiment intimiste. Les 12 coups, il y a un public, il y a 100 personnes dans le public, on voit 30 techniciens autour, c'est vraiment c'est pas du tout la même chose, le même format d'émission. Et puis c'est pas non plus le même niveau de questions, on est d'accord, entre Question pour un champion et les 12 coups de midi? Alors là pour le coup c'est comment dire, Question pour un champion, c'est en majorité plus élevé, le niveau de question. Si on devait classifier de 1 à 100, je pense que Question pour un champion, le niveau de question, il va de 30 à 90. Mais par contre, les 12 coups, on a les questions les plus... Enfin, je dis on comme si j'y étais. Les questions c'est là où les questions sont le plus simples, mais aussi là où les questions sont le plus dures. C'est-à-dire qu'on va vraiment de 1 à 100 aux 12 coups. Et parce qu'il y a des phases où on ne peut pas poser des questions aussi dures dans Question pour un champion. Il y a des questions très dures, mais il n'y a pas de questions absolument horribles. Typiquement, tout est trouvable, tout est trouvable à Question pour un champion. Mais dans les 12 coups, c'est des QCM. Il y a des QCM, il y a une bonne partie QCM, effectivement. Et il y a aussi toute une partie qui est la partie qui s'appelle le coup fatal, où c'est un chrono. Il y a 2 chronos, toi et ton adversaire avez un chrono d'1 minute, et vous avez votre chronomètre qui s'écoule pendant qu'on vous pose des questions, et votre chronomètre s'arrête une fois que vous répondez bien. Et donc ça, c'est une partie sans QCM, où on a juste la question qui nous est lue, et il faut essayer de répondre le plus vite possible. Si on sait, tant mieux, notre chrono s'arrête. Si on sait pas, tant pis, on passe à la question suivante, et ton chrono continue à défiler. Donc ça s'apparente un petit peu à la finale de Question pour un champion. Pas vraiment. Vraiment, la finale de Question pour un champion, c'est le face-à-face avec la main qui passe, une partie... ah oui, la main passe, c'est vrai. Avec la main qui passe, une partie un peu aléatoire dans un sens aussi, parce que faut avoir la main ou avoir le bon indice au bon moment quand nous on a la main, qui est une partie que moi j'apprécie pas forcément.
Après, il y a toute une partie aussi aléatoire au 12 coups avec les questions qui sont soit pour nous, soit pour notre adversaire. Donc forcément, il y a des parties aléatoires un peu partout. Ça reste un duel, mais au 12 coups, pendant ce duel, on joue tout seul. On est nous contre nous-mêmes et il faut juste pas subir la pression. Parce que si on subit la pression, on reste sur la question d'avant qu'on n'a pas eue. On écoute mal la question suivante et c'est effet boule de neige et on perd très vite. Ok. Donc, avant de participer à Question pour un champion, qui était donc ton premier jeu télé, tu apprenais pour le plaisir d'apprendre et tu retenais les choses sans forcément trop les travailler. Et puis ensuite, il y a eu une bascule. Tu t'es mis à travailler systématiquement, à apprendre, donc comme tu le disais, des catégories entières de connaissances. Est-ce que tu as mis en place des techniques particulières pour retenir les choses, ou est-ce que tu as des facilités naturelles ? On m'a toujours dit en tout cas que j'avais des facilités, ne serait-ce qu'à l'école. J'ai jamais bossé à l'école, enfin j'ai jamais eu ce besoin. Et du coup, la seule fois où j'ai vraiment bossé pour apprendre, en fait, c'est depuis que je fais des quiz. Sinon, j'ai jamais, même à la fac ou quoi, j'ai jamais travaillé mes cours, j'ai jamais rien fait sur ça. Donc effectivement, je me suis mis à prendre des notes, des émissions que je regardais. À la base, dès qu'il y a une chose que je connaissais pas que je voulais retenir, j'ouvrais un onglet sur mon téléphone ou sur mon ordi. Et puis je relisais plusieurs fois l'onglet et puis au bout d'un moment je me disais ça y est, je suis revenu plusieurs fois sur l'onglet, je m'en rappelle, je vire l'onglet. Et je me suis rendu compte plus tard que y a des onglets que j'avais virés que j'avais complètement oubliés. Ok. Voilà. Et puis donc je me suis mis à mettre ça dans un document de notes, à transposer en quelques mots-clés l'information que je voulais retenir dans un document de notes. Document de notes qui est devenu de plus en plus fourni au fil des mois, au fil des années. Maintenant, il fait 200 pages. Okay. Voilà, et ces 200 pages d'informations agglutinées, c'est des paragraphes horribles. C'est vraiment c'est illisible pour quiconque le regarde. Hein. Ouais. Mais c'était ça. Et donc, mon objectif, c'était de revenir le plus régulièrement possible, lire mon document de notes. C'est comme ça que j'apprenais. D'accord, ouais, donc assimilé à force de relire encore et encore. Moi, j'étais persuadé que tu avais des techniques comme des palais mentaux. C'est quelque chose que tu as essayé ou pas du tout ? C'est quelque chose que j'ai pas du tout essayé. Ok. Aussi parce que, en fait, quand on fait des quiz, l'information doit venir du tac au tac. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que faut pas qu'on retrouve la réponse. Oui, ouais. Faut qu'on retrouve la réponse le plus vite possible. Mais en fait, dans les techniques de palais mentaux, on peut retenir énormément d'informations. Ça doit fonctionner. Je m'y suis jamais vraiment penché, mais c'est incroyable les palais mentaux. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce qu'est un palais mental, c'est une technique qui remonte à la Grèce antique et qui est exceptionnelle. Donc très concrètement, un palais mental, ça consiste à se représenter un lieu qu'on connaît très très bien. Généralement, c'est sa maison, par exemple. Et je vous conseille de le faire en soirée. C'est un party trick exceptionnel, le palais mental. Donc, vous êtes en soirée et vous demandez, par exemple, à vos amis de vous proposer des mots, pas trop compliqués de préférence quand même. Et à chaque fois qu'on vous donne un mot, par exemple, une première personne dit poisson. Et ben, vous imaginez un poisson, par exemple, dans la boîte aux lettres de votre maison ou de votre immeuble. Vous l'imaginez en train de gigoter, vous imaginez l'odeur du poisson, parce que plus l'image sera sensorielle, plus elle va s'incruster dans votre tête. Donc on commence par ça, après quelqu'un va dire... Ambistome au hasard. Ambistome, qui est donc l'axolote, qui est la salamandre. Et ben vous allez l'imaginer, par exemple, dans le tiroir de la commode qu'il y a dans votre entrée. Et à chaque nouveau mot, vous allez le placer quelque part dans cette maison, dans ce palais. Et ensuite, quand il faudra répéter tous les mots, il suffira de refaire le chemin. Et ce qui est incroyable, c'est que ça marche. Ça marche sans effort. Et en plus, vous pourrez même le faire à l'envers. Et si on vous redemande de sortir la liste le lendemain, vous pourrez encore le faire. C'est phénoménal. Et dès qu'on apprend cette technique, dès qu'on en a connaissance, on peut retenir au moins une 50aine de mots sans effort. Donc toi,
si tu, si tu utilisais des techniques comme celle-là, tu aurais des super pouvoirs, je pense. Ce serait fou ce que tu arriverais à faire. Toi, tu l'utilises ? Moi, alors, je l'ai beaucoup utilisé justement pour les soirées, parce que c'est marrant, mais pour la vie quotidienne, j'utilise plutôt les tables de rappel, notamment pour retenir des digicodes, par exemple. Ok. Qu'est-ce que c'est, pardon, les tables de rappel exactement ? Les tables de rappel, c'est des listes de mots qu'on associe à des chiffres. Donc, moi, par exemple, j'allais donner un digicode que je ne dois pas donner. Mais bon, par exemple, admettons que dans votre esprit, le 2 soit associé à une voiture et le 7 soit associé à, je sais pas, un médecin, par exemple, et vous devez retenir 27, vous imaginez un médecin au volant d'une voiture. Et donc, j'ai plein d'images dans la tête, comme ça, qui correspondent à des digicodes. J'ai, par exemple, le pape en train de jouer à la PlayStation. Ça correspond à un code très précis dans ma tête. Je peux pas le dire, bien sûr. Et alors, c'est Fabien Olicard qui est spécialiste de ça. Et les palémentaux combinés avec les tables de rappel lui permettent de retenir des décimales de pi d'une manière assez spectaculaire. Hein, c'est son métier. Donc, je pense que si tu t'essayais à ça, comme je te dis, tu aurais des super pouvoirs parce que tu as déjà une mémoire de base qui est étonnante. Donc, en plus, avec des techniques comme celle-là, tu sais qu'il y a des concours de mémorisation. Oui. Et tous les champions, toutes les championnes de ces concours-là utilisent ces techniques. Donc, c'est pour ça que je me demandais si tu t'étais déjà penché là-dessus. Mais effectivement, c'est pas l'idéal pour répondre du tac au tac. C'est pas l'idéal pour répondre du tac au tac, effectivement. En fait, avant le confinement, ce que j'avais fait, c'est que justement, j'avais appris les 100 premières décimales de pi, juste pour le plaisir, pour voir si j'étais capable de le faire. Au par cœur. Au par cœur. Wow. Oui, et en fait, je les ai complètement oubliés très très vite, hein, bien sûr. Et oui. Et pareil, j'étais tombé sur un reportage c'était un concours de mémoire justement, où les gens devaient apprendre un paquet de cartes dans l'ordre. On mélange le paquet de cartes et ils doivent apprendre. Ils ont 1 heure pour apprendre l'ordre du paquet de cartes et le réciter, et avant de faire une erreur. Donc j'ai fait ça et je me suis rendu compte que juste avec 0 méthode, en brute force, hein, vraiment un peu de manière idiote, j'avais fait un résultat qui était je crois pas horrible. J'avais fait 28 cartes avant de me tromper. Et c'est déjà phénoménal, hein. Mais, pour le coup, j'avais trouvé ça très décevant de passer. J'y ai passé 1 heure. Hein. Ouais. J'ai passé 1 heure à apprendre mon paquet de cartes. Je me suis trompé à la 29e. Mais tu vois, voilà un truc qui est spectaculaire en force brute, mais avec un palais de mémoire, c'est du gâteau, vraiment. Donc c'est pour ça que je pense que tu devrais juste tester une fois pour voir. Tu vois le genre de prodige que tu peux réaliser, toi, avec ces techniques. Après, il y a aussi ce truc où, en fait, je voyais pas l'intérêt. En fait, là-dedans, je trouve ça vraiment très inutile de retenir un paquet de cartes dans l'ordre, alors que dans les quiz, dans la culture générale, il y a quand même cet aspect culture. Il y a quand même cet aspect où ça m'intéresse premier degré. Je peux retenir des choses qui vont me servir dans la vraie vie. Pour une partie des choses, c'est pas vrai du tout, bien sûr. J'ai appris énormément de choses qui ne me servent pas, qui ne me serviront jamais et dont je ne ferai jamais rien. Mais il y a au moins ce truc où tu te sens enrichi une fois que tu l'as fait. Une fois que tu as appris l'ordre de ton paquet de cartes, tu le remélanges et puis tu peux recommencer. Et c'est pas spécialement stimulant, en tout cas pour moi. J'ai pas trouvé... Et d'ailleurs, comme tu le sais, tu retomberas jamais sur cet ordre-là. Oui, bien sûr. Tu connais le truc. Factoriel de 54. Exactement. Ouais. Voilà. Parce que en fait, des fois, je vois passer des vidéos à toi et j'avais l'impression que justement, il y avait des trucs que tu avais appris qui pouvaient me rappeler le genre d'association qu'on peut faire quand on utilise des techniques de mémorisation. Par exemple, j'ai vu une vidéo qui m'avait assez impressionné où quelqu'un te posait une question sur l'ancêtre du bœuf. Oui. Donc c'était le roc. Le roc. Et t'as carrément donné l'année où le dernier auroch est mort. Donc tu t'es trompé à 1 année près. Oui, et d'ailleurs, j'ai toujours pas retenu, je sais toujours pas si c'est 1627 ou 1628 l'extinction du dernier auroch. J'ai pas retenu. Je pourrais pas te le confirmer. Mais je m'étais dit, tiens, c'est tellement spécifique ça, que ça ressemble à une association. Dans ta tête, t'as associé 1627 à l'auroch. Et pas du tout. Là aussi, c'est de la force brute. Absolument pas, effectivement, en fait. C'est juste qu'en questionnaire,
J'ai joué vraiment, je sais pas combien de questions j'ai pu jouer ces 6 dernières années, mais ça se compte en minimum en centaines de milliers. Et en fait, les questions auxquelles on peut répondre, il n'y en a pas une infinité. C'est-à-dire que les questions, on les entend plusieurs fois. C'est comme ça qu'on retient, en fait, les informations. Pour faire des questions très dures, on peut trouver une infinité de choses sur lesquelles poser des questions. Mais pour faire des questions trouvables, là, en fait, il y a plusieurs milliers d'éléments de réponse. Certes, je sais pas à combien l'estimer, mais je pense que si on se dit 15 ou 20 000 éléments de réponse, c'est beaucoup, certes, mais on peut répondre à toutes les questions à 2 points, question pour un champion. Bien sûr, et puis il y a aussi le fait que les gens qui rédigent des questions, parfois, s'inspirent d'autres quiz. Bien sûr, évidemment, donc, mais ouais. c'est en fait, à partir du moment où on veut faire des questions trouvables, faut faire des questions où la réponse est déjà en partie connue. On peut faire des questions intéressantes avec des éléments un peu plus obscurs, mais il faut quand même que la réponse soit un minimum connue. Et là, typiquement, question sur le rock, c'est quelque chose de relativement connu, ça tombe fréquemment en questionnaire, et effectivement, quand on entend une question sur le rock, c'est disparu en 1627, 28, je ne sais toujours pas, mais c'est les 2 éléments sont associés, question et réponse. Et c'est vraiment, il y a énormément d'éléments comme ça qui sont de l'ordre de l'anecdotique dans la question ou de l'ordre de l'indice justement dans la question. Et c'est trop dur pour en faire une question, mais mon esprit va associer les deux et ça va me servir d'indice en fait. Et je me suis aussi rendu compte que les dates, tout ce qui est éléments chiffrés, ça marchait plutôt bien chez moi. Et j'ai jamais voulu les retenir à la base. Et en fait, les chiffres, ça marche plutôt bien dans mon esprit. Donc, c'est aussi ça où je me suis dit, c'est souvent des très gros indices en quiz. Et donc, je peux peut-être essayer aussi de me concentrer un peu là-dessus. Et souvent, même sans le faire exprès, en fait, je me concentre dessus et les années restent à peu près. Alors, ça me rappelle un petit peu ce qui peut se passer dans GeoGuessr, par exemple, où il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux où on voit des champions de GeoGuessr qui trouvent un pays, par exemple, avec une image sur laquelle il y a genre du sable et un arbre à 3 km. Et en fait, il y a des localisations qui reviennent souvent, et donc à force, on finit par les assimiler. Du coup, toi, c'est un peu pareil pour les quiz. C'est un peu pareil, c'est ça. Je me suis mis un peu à jouer à GeoGuessr, et je trouve ça extrêmement fort. Parce que en fait, c'est pareil, c'est une quantité d'informations à retenir qui est monumentale. Pour les très grands joueurs, ils ont des quantités d'informations très précises, extrêmement précises dans la tête, c'est fou. Et c'est un effort de mémorisation qui est dédié à ça. Moi, en l'occurrence, j'ai fait un effort de mémorisation sur d'autres choses, mais en fait, c'est juste ça. Ça dépend où on place son focus. Et typiquement, je pense que on met beaucoup de personnes on met beaucoup de personnes à faire autant de quiz que moi pendant autant de temps, répondre à autant de questions avec la même assiduité. Je dis pas que tout le monde y arrivera parce que j'en sais rien de comment ça fonctionne ou de comment fonctionne la mémoire ou la mémoire chez les autres. Mais en tout cas, ça peut clairement bien aider une grande partie des gens, quoi. Ça peut fonctionner. Il faut préciser que tu as 2 records. Donc tu as le record du plus grand gain jamais remporté dans un jeu télé, je crois. Oui. Et Solo. Oui. Et tu as le record du plus grand nombre d'émissions auxquelles tu as participé. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des gens de l'étranger qui t'ont contacté ? Parce que c'est quand même un exploit mondial. C'est vrai que j'ai eu, pour le coup, pas mal de demandes d'interview d'un peu partout dans le monde. Ça, c'est... Est-ce que t'as pas eu un article du New York Times ? J'ai eu le Guardian. J'ai eu le Guardian pour sûr. Ouais. Et franchement, j'en suis là au point de me demander. Tu sais plus. Le Times, je crois. Ouais. Je crois, hein, mais je voudrais pas dire oui à 100%, mais je crois. Voilà, donc t'as quand même eu des demandes d'interview internationales. Ouais. Mais j'ai eu ça, et j'ai eu effectivement des articles un peu partout en Europe déjà, parce que Europe, Pays-Bas, Belgique, Grèce, j'ai eu des articles en polonais, enfin des trucs très surprenants. Et puis effectivement, j'ai vu passer ça, et ça reste marrant de se dire que quelque chose qui se passe sur la télé française, très loin de chez eux, qui n'a aucun intérêt, aucun impact véritablement, eh bien ils peuvent
en faire quelque chose à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Est-ce que tu as déjà essayé, pour le plaisir, de répondre à toutes les questions de qui veut gagner des millions, et est-ce que tu as eu le million plusieurs fois? J'ai jamais spécialement essayé. Après, pour le coup, faut qui veut gagner des millions, pardon, c'est souvent des questions anecdotiques. C'est-à-dire que je vais apprendre personnellement, quand je fais des quiz, des choses qui peuvent s'apprendre, qui peuvent se retenir, qui bougent pas, qui sont de l'ordre du factuel ou des choses qui m'intéressent. Voilà. Alors que les petites questions anecdotes c'est souvent ça, qui veut gagner des millions, des petites questions anecdotes qu'on pourrait poser pour faire le fun fact en société ou en soirée, ça marche super bien, hein, très souvent, mais c'est pas toujours ce que je vais retenir, ce que je vais privilégier, parce que c'est trop niche pour que je me dise ça vaut le coup d'être retenu. Ok, donc ça c'est intéressant, ça veut dire que tu pourrais ne pas performer à qui veut gagner des millions, comme tu l'as fait aux 12 coups ou à Question pour un champion. Ouais, tout à fait, parce que après il y a aussi ce truc de qui veut gagner des millions, je crois que ça doit être 15 questions, je crois au total. Tu peux tout miser sur une question. Une question, c'est beaucoup. Tu peux pas te planter, enfin si tu peux en soi te planter ou perdre une émission sur une seule question aux 12 coups ou à Question pour un champion, mais c'est quand même un peu moins de l'ordre de l'aléatoire quand même. Ouais. Moi, ce qui me terrifierait, je suis assez admiratif des gens qui osent s'inscrire à Qui veut gagner des millions, parce que ce qui me terrifierait personnellement, ce serait de perdre à la première question. Parce que c'est souvent, bon évidemment, c'est des questions extrêmement simples, mais parfois, c'est des questions de niche, comme tu le disais, de type comment s'appelle tel Pokémon, etc. Il y a des gens qui étaient sûrement très cultivés par ailleurs, hein, et qui ont perdu sur ce genre de truc, et du coup, ensuite, c'est un peu l'humiliation nationale, parce que voilà, les gens se rappelleront de ça, quoi. T'as pas pu faire tes preuves au-delà de cette première question. Ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Il y a des choses, des fois c'est sur des trucs très niches, des fois c'est sur des trucs un peu moins niches. J'ai une histoire en tête de quelqu'un qui avait perdu à la première question. Autour de quoi tourne le soleil, autour de quoi tourne la Terre? La réponse c'est le soleil. Ouais. Et la personne ne répond pas le soleil, elle répond la Lune. En première question, bon bah bienvenue, merci, au revoir. C'est terrible. Et, bon. Ouais. Et par contre, truc à garder en tête à chaque fois, il est très probable que la personne le sache. Et juste, il y a la pression des caméras. Il y a cette pression-là qui est folle et qu'on sous-estime clairement. Où j'ai vu des personnes très fortes juste perdre leurs moyens devant des caméras, devant un public. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et juste, on peut très vite perdre ses moyens très rapidement. J'ai été, moi, l'appel à un ami donc Qui veut gagner des millions pour Kian Kojandi. Ok. C'était il y a quelques mois de ça, et en fait j'avais oublié que j'étais censé être l'appel à un ami parce qu'il m'avait annoncé ça. Il jouait avec Baptiste Le Caplin. Okay. Et donc il m'avait annoncé ça quelques semaines avant en me disant je te préviens, tu risques d'être appelé dans les semaines qui viennent parce que je vais faire Qui veut gagner des millions et tu seras mon appel à un ami. Donc je suis content, je me dis bah tiens c'est cool, et puis j'oublie quoi. Okay. Et puis un soir je suis dans mon lit, c'est 22h30, 23h, et le téléphone sonne, je me dis qui m'appelle à cette heure-ci, puis je vois un numéro inconnu, et je décroche, et c'était Arthur, qui me pose une question, et la question c'est quelle est la densité de population de l'Islande au kilomètre carré. Et je t'avoue que à ce moment précis, j'étais assez peu compétent sur ce domaine-là. Je comprends. Voilà. Et donc, les possibilités, c'était 3, 5, 8. En plus, c'était des chiffres très serrés. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas prendre une extrémité parce que c'est trop facile. Je vais prendre au milieu, je vais dire 5. Et c'était 3, genre. Et j'étais dégoûté, totalement dégoûté. Je me suis dit, waouh, première fois que je suis l'appel à un ami et je me trompe. Mais bon, en même temps, j'avais peu de regrets parce que je me suis dit, voilà, à 2 personnes près, c'est pas non plus une honte de pas connaître la démographie au kilomètre carré de l'Islande. Alors qu'il y a d'autres questions, effectivement, qui foutent un peu plus la honte si tu passes à côté. Bah, là, c'est typiquement, on est sur le type de questions dont je te parlais juste avant. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des questions de l'ordre de l'anecdotique. Ouais. On s'en fout. C'est une chose, c'est la densité de l'Islande, c'est bien si tu le sais, il n'y a
aucun problème dans ta vie si tu ne le sais pas. Et tu vas l'oublier le lendemain. Il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment ce genre de question. En fait, oui, tu peux te planter à qui veut gagner des millions. Et c'est pas un drame de se planter. C'est même parfois tout à fait normal. Voilà. Alors, Emilien, est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant récemment ? En fait, j'apprends des trucs d'intéressant tout le temps. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je fais dans ma vie. J'apprends des choses. Maintenant, je les passe dans des questionnaires que je fais. Donc, j'apprends des choses tout le temps, constamment. Et est-ce que tu sais quel pape qui porte un prénom et un numéro, quel pape est présent dans la liste des papes, mais n'a pas existé ? Présent dans la liste des papes, mais n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il est compté, il y en a un après lui, mais il n'a pas existé, lui. Non. Jean 20. D'accord. Jean 20 n'existe pas. On a bien un Jean 19, on a bien un Jean 21, mais on s'est trompé quand on a nommé Jean 21. On croyait qu'il y avait un Jean 20 et on s'est rendu compte après que Jean 20 n'existait pas. Et voilà, Jean 20, c'est génial. Voilà, il n'y a ni pape ni anti-pape, il n'y a rien, il n'y a juste pas de Jean 20. Et Jean 21 qui vient un siècle et demi après voire même 2 siècles je crois, après celui qu'on pensait être Jean 20, et bien en fait, en plus c'est le seul pape portugais de l'histoire. J'ai appris ça, c'était super intéressant. Très marrant, on a oublié le vin quoi, tout simplement. On a oublié le vin complètement. C'est fou. Mon histoire de pape préférée, c'est celle du pape Formose. Tu dois connaître l'histoire bien sûr. Avec Étienne IV. C'est le concile cadavérique. Tout à fait. Alors bon... On ne sait pas quelle est la part de légende dans cette histoire, mais on aurait exhumé le pape Formose pour le juger. Et donc, il y a un tableau célèbre où on voit le cadavre du pape Formose sur son trône pendant qu'on le juge. Je trouve cette histoire hallucinante. Mais est-ce que, du coup, toi, tu as appris d'autres histoires de papes en creusant dans ce domaine-là ? Il y a l'histoire qui est complètement démentie, bien sûr, mais l'histoire de Jeanne la Papesse. Absolument. Voilà, ouais. où on aurait eu au 9e siècle une femme pape qui aurait été démasquée en accouchant devant la foule. Et en fait, c'est une histoire qui est créée 3 siècles plus tard, où on n'a aucune source du moment, mais c'est une histoire qui pourtant a maintenant 800 ou 900 ans et qui a traversé les âges. Et Jeanne la Papesse, ça fait partie des anecdotes sur la papauté les plus connues, quoi, finalement. Et est-ce que, quand tu apprends justement un truc étonnant comme ça, qui t'amuse, qui t'étonne, est-ce que tu le notes à part ou pas spécialement ? Souvent, non. Je peux lire un truc marrant et juste être content de l'avoir lu et ne pas retenir les noms. En fait, quand je note, c'est pour retenir les noms ou les dates ou vraiment pour retenir. Et sinon, je peux regarder des vidéos d'anecdotes ou quoi, chose que je fais beaucoup. Et juste, je suis content de l'avoir su sur le moment. Et je veux l'oublier, c'est pas très grave. Et il y a une autre histoire comme ça que tu as trouvée particulièrement intéressante, que tu as apprise récemment ? Le même pape Jean 21, du coup, sa mort est particulière, juste très marrante en fait. Enfin, très marrante. C'est le seul pape qui est mort en faisant des travaux de rénovation dans son palais. Et en fait, il menait des travaux dans son palais à Viterbe, en Italie. Et il rentre dans le palais, pierre qui tombe, plus de pape. Voilà. C'était expéditif, les papes au XIIIe siècle, mais voilà, une belle façon de mourir. Donc on est quand même passé très rapidement de 19 à 22. 22 du coup. 22. Il doit y avoir un intervalle assez court, assez surprenant entre ces deux-là, j'imagine. Alors moi, personnellement, à chaque fois que j'apprends un truc étonnant, je le note. Oui. Donc chaque année, je fais ça. Tu vois, j'ai des fichiers Google Doc. Et là, par exemple, j'ai appris il y a 2 jours l'existence de Judy Lynn Del Rey. Ok. T'as déjà entendu ce nom ? Non, pas du tout. Quel plaisir de t'apprendre un truc. C'est fou. Donc, Judy Lynn Del Rey, c'était une éditrice dans les années 70, une éditrice qui était atteinte de nanisme. Et il se trouve qu'elle a édité certains des plus grands auteurs de science-fiction. Elle a édité Arthur C. Clarke, Philip K. Dick,
Isaac Asimov. Et ce qui est fou, c'est que 1 an avant la sortie de Star Wars, le film Star Wars, elle a édité la novélisation du film. Donc il y a eu des livres Star Wars qui sont sortis 1 an avant le film, j'étais même pas au courant de ça, et elle en a écoulé 4,5 millions d'exemplaires. Donc c'est fou. C'est-à-dire que Star Wars c'était un succès avant d'être un succès. Ok. Et voilà, je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Et en fait, quand j'ai vu l'info, donc déjà il y a la photo qui est surprenante, et je me disais, donc ça, soit c'est totalement faux, ou alors ça vient d'une dimension parallèle. Et non, c'est bien réel. Donc voilà, cette femme, Judy Lynn Del Rey, et j'ai vu qu'il y avait eu un projet de documentaire sur elle, parce qu'en fait, elle a joué un rôle crucial dans l'histoire de la science-fiction, mais on a totalement oublié son nom. Ok, j'avais jamais entendu parler de ça, et pas du tout au courant qu'il y avait eu des romans, du coup, Star Wars. Hein. Vraiment, pas du tout. Bah voilà, écoute, si la question tombe dans un quiz... je l'aurais entendu. Ouais. Et mais, tu vois, typiquement... j'aime trop lire ce que tu fais chaque année, ton post avec justement tes anecdotes, et j'ai souvenir, il me semble que c'est toi, hein, si je dis pas de bêtises, qui avait parlé de la pyramide de Ball. Oui, absolument. Au large de l'Australie. C'est ça. Et ça, typiquement, je l'avais noté. Ouais. La pyramide de Ball, qui est donc littéralement j'ai oublié le mot. C'est un mec. C'est une cheminée de volcan qui s'est durcie et le volcan s'est érodé autour. Donc il n'y a plus que l'aiguille, quoi. Et cette aiguille qui fait 500 mètres de haut au beau milieu de l'océan, et il n'y a rien autour. Ah, l'image est incroyable. L'image est magnifique. Hein. C'est Lovecraftien quand on voit cette île. Complètement. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, je l'avais noté et je l'ai retenu. Mais ça ne m'a jamais servi en quiz. Absolument jamais. Je croyais que tu allais me dire, c'est ce qui m'a permis de gagner tel jeu, tel truc, j'aurais été très heureux. Et malheureusement, non. Mais tu vois, en fait, c'est pour ça que aussi, je fais le choix dans ce que je note. C'est-à-dire que y a énormément de choses à noter, à apprendre, que je sais que je devrais apprendre pour les quiz. Et donc, si je passe du temps à occuper mon cerveau pour des anecdotes, eh bien, je vais pas tout retenir de la même manière. Et oui. Et voilà. Donc, en fait, juste, je considère les choses que je devrais retenir et les choses où c'est pas très grave si je le retiens pas. C'est intéressant parce qu'on a tous les deux nos domaines de prédilection. Donc toi, ton activité, ton métier, c'est la culture générale. Et moi, c'est de partager des faits étonnants. Donc moi, c'est ça que je retiens forcément. Bah oui. Et comme on n'a pas une mémoire infinie, il faut bien qu'on choisisse. C'est ça. Ce qu'on va retenir ou pas. Mais pour la pyramide de Ball, moi justement, tu vois, j'ai une mémoire qui est très sensible aux faits étonnants et surprenants, et je les retiens sans effort. Okay. Et par exemple, pour la pyramide de Ball, j'en avais parlé il y a longtemps, hein, et je crois même que je l'avais mise dans une vidéo YouTube, donc c'était il y a au moins 10 ans, je pense, et sur cette histoire de la pyramide de Ball, il y a un combo pour vous représenter cette île, donc c'est vraiment une aiguille rocheuse vertigineuse au milieu effectivement de l'océan, et il se trouve que sur cette île, il y avait une espèce d'insecte géant qu'on croyait disparu, et donc voilà, les gens qui se sont rendus sur cette île pour voir s'il y avait des espèces endémiques éventuellement, ont trouvé dans un buisson une espèce d'insecte qu'on croyait disparu depuis 80 ans, et donc voilà, ce qui m'avait frappé, c'était le combo. Non seulement t'as une île qui semble sortir d'un roman d'heroic fantasy, mais en plus, il y a un insecte géant qu'on croyait disparu qui vit dessus. C'est énorme. Le combo des deux est juste magnifique. Hein. Alors du coup, est-ce que tu as le temps pour regarder des films, lire des bouquins, jouer à des jeux vidéo, ou est-ce que la culture générale occupe tout ton temps libre ? Pour le coup, ça c'est un des aspects intéressants, c'est-à-dire que justement pendant 2 ans, pendant le moment où j'étais à l'émission, je prenais pas le temps de faire quoi que ce soit, je ne lisais plus de livres complets, les seules choses que je lisais c'était des pages Wikipédia, je ne regardais plus de films, je ne faisais plus rien d'autre que de la culture générale parce que j'avais ce sentiment de perdre du temps en fait en ne faisant pas de quiz. En fait il y a ce truc où si je regarde un film qui dure 2 heures, en 2 heures j'aurais pu apprendre une liste de 20 réalisateurs, j'en sais rien. Et j'avais ce sentiment vraiment de perdre du temps. Et sauf que avec ça, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel,
c'est bien beau d'apprendre des listes, etc. Mais on passe à côté de l'œuvre, on passe à côté de l'émotion, on passe à côté d'énormément de choses intéressantes. Et c'est ce côté-là que j'essaye de retrouver depuis quelques mois, depuis que j'ai perdu à l'émission. J'ai repris la lecture, je me suis remis, c'est pas comme si je le faisais énormément avant, mais je me suis mis un peu à regarder des films. Et en fait, justement, l'avantage que je peux avoir, c'est que j'ai en tête énormément de films, de livres, etc. Donc je peux avoir un tri et un choix un peu plus éclairé sur ce que je veux vraiment découvrir un peu plus en profondeur. Et donc, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué récemment, par exemple ? Récemment, ouais, j'ai lu Kundera. Okay. J'ai commencé par L'insoutenable légèreté de l'être, qui est son œuvre la plus connue. Son classique, ouais. Son classique, tout à fait. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Vraiment, ça faisait déjà longtemps que j'avais pas lu. Et même avant, je lisais avant l'émission, je lisais aussi. Et ça faisait très longtemps que j'étais pas tombé sur un livre comme ça. Je crois que j'étais jamais tombé sur un livre comme ça qui m'a autant parlé. Je pense que je l'ai lu aussi à un moment de ma vie où je me suis dit tout me parle, c'est vraiment tout colle, ça me convient bien. Et je me suis mis depuis à lire les autres œuvres de Kundera qui sont un peu moins connues, mais je me suis mis à enchaîner un peu certaines œuvres et je continue encore l'œuvre complète de Kundera. Ok. Moi, il y a un film que j'ai vu récemment que je conseille à tout le monde parce que j'ai trouvé le principe assez brillant. Moi, j'adore les films de boucle. Okay. Tu vois, comme Un jour sans fin. Il se trouve que c'est devenu un genre à part entière, il y en a plein. Et donc celui-là en est un, c'est un film de boucle japonais qui s'appelle Beyond the Infinite 2 Minutes. Et donc il est sur la plateforme Shadows, si ça vous intéresse. Et donc on est sur une boucle temporelle de 2 minutes. Le film est entièrement tourné au téléphone. Et il y a presque une unité de lieu. En fait, ça pourrait être une pièce de théâtre quasiment. En réalité, il y a 2 endroits. Il y a une chambre, un appartement en fait, et un café. Donc au début, on suit le propriétaire de ce café qui va se coucher, donc il habite au-dessus de son café, et quand il est dans sa chambre, la télé s'allume, en tout cas non, son écran d'ordinateur s'allume, et c'est lui-même qui lui dit « Je suis toi dans 2 minutes, et là t'es en train de chercher ton Mediator ». Et donc le gars est très surpris, et effectivement il cherche son Mediator, donc l'autre lui dit « Il est sous le tapis ». Donc le type lève le tapis, effectivement, là, il y a le Mediator. Et le gars dans la télé, qui est donc lui-même, lui dit, eh ben maintenant, viens ici, et tu vas expliquer ça à ton toi du passé. Et c'est ce qui se passe. Et à partir de là, s'ensuit un enchaînement d'idées brillantes autour de ce concept. Parce qu'il faut le tenir sur 1h30, ce concept. Et à chaque fois, les scénaristes ont réussi à relancer l'intérêt avec de nouvelles idées. Et c'est super. Voilà, je le conseille à tout le monde. Beyond the Infinite 2 Minutes. J'aime beaucoup. Très bien. La promo est très bien faite en tout cas. Bah merci. Est-ce que récemment, toi, t'as vu un film qui t'a marqué ou c'est plutôt sur les bouquins en ce moment Non, en fait, j'essaye de rattraper des classiques. Okay. Que ce soit en littérature ou en cinéma, j'essaye de rattraper des classiques histoire de savoir de quoi je parle quand je réponds à des questions. Et oui. C'est aussi ce truc pratique là. Ouais. Non, je suis allé voir Les Évadés. J'ai vu Les Évadés, qui est un grand classique que je n'avais pas vu. Les Évadés, qui je crois est toujours en tête du classement IMDb. Ouais, tout à fait. Depuis 20 ans. Ouais, c'est des meilleurs films de tous les temps. Ouais. C'est ça, effectivement. Et après l'avoir vu, je me dis ok, ça se comprend, la place n'est pas volée. Ah bah clairement. Il est fantastique. Le film est magnifique. Les Évadés, la rédemption de Shawshank en version originale, et c'est une nouvelle de Stephen King à la base. Et il y a des personnages inoubliables. Andy Dufresne, c'est un personnage qu'on ne peut plus jamais oublier une fois qu'on a vu ce film. C'est un personnage qui est hyper qui laisse assez perplexe au départ quand on regarde le film, et il y a un attachement qui se crée très fort, je trouve, à ce personnage tout au long du film, et quelque chose effectivement on n'oublie pas derrière. Ah, c'est clair. Tu peux effacer quelque chose de ta mémoire pour le redécouvrir à nouveau. Qu'est-ce que tu choisis ? Ça, en fait, c'est déjà une très bonne question que j'aime beaucoup.
Et Merci. ça m'est arrivé une fois, sans faire exprès, où j'ai lu un livre. C'était un livre policier. Ils étaient 10, Agatha Christie. Je l'ai lu et j'ai rangé le livre après l'avoir terminé et j'ai rouvert le livre 2 ans après en me disant mais en fait le seul souvenir que j'ai de ce livre c'est je l'ai beaucoup aimé mais je ne connais plus rien de l'histoire. Je ne sais plus qui est l'assassin. C'est un livre policier. T'as redécouvert l'assassin. J'ai redécouvert l'assassin. Mais j'ai tout oublié. J'avais absolument tout oublié. À part le fait que j'avais bien aimé le livre, j'avais vraiment bien aimé. Là, je l'ai relu intégralement en redécouvrant complètement le livre. Et ça m'était jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé de nouveau. J'avais tout oublié. Et ça m'est arrivé. J'ai lu ce livre 2 fois. J'ai découvert ce livre 2 fois. Je l'ai relu depuis encore. C'est dingue. Mais t'as vraiment une mémoire étonnante quand même. Mais alors, pour le coup, maintenant, je m'en rappelle bien. Oui, maintenant, j'aime bien. Je l'ai un peu poncé dans tous les sens, ce livre. J'aime beaucoup. Après, peut-être que la première fois que tu l'as lu, c'était pas le même titre. Parce que c'est un livre qui a changé de titre. Effectivement. Après, j'ai toujours gardé la même édition qui a toujours l'ancien titre. Donc ça pose aucun problème. Mais non, vraiment, ça m'est arrivé une fois. Et j'ai jamais compris comment c'était possible de... en plus, il y a à peine eu 2 ans entre mes 2 lectures. Et ça m'était jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé depuis. J'aimerais bien que ça m'arrive parce que, mine de rien, la capacité d'oubli, c'est une capacité qui est extraordinaire dans le sens où si on pouvait choisir ce qu'on oublie, ce serait quand même magnifique à faire dans un sens où il y a énormément déjà de traumatismes qu'on pourrait passer sous silence. Bien sûr. Et puis, cette redécouverte des œuvres, c'est quand même quelque chose où c'est un privilège d'avoir une œuvre, la découvrir, c'est une chose, et la redécouvrir en est une autre. Et pouvoir avoir ça, relire à l'infini des livres qu'on aime et auxquels on s'attache, et en même temps ne pas avoir cette lassitude de recommencer, redécouvrir l'histoire indéfiniment, ça c'est quelque chose qui moi me plairait beaucoup. Et la mémoire est un énorme facteur, une énorme chance sur énormément de points, mais il y a aussi cette chose où on ne choisit pas ce qu'on retient et ce qu'on retient pas. Donc l'oubli est aussi une grande capacité, une grande faculté à entretenir, parce que je côtoie des gens qui n'oublient rien. Des gens qui ont une mémoire éponge, complètement, où on leur demande quelque chose, ils sont capables de dire à quel moment exact ça s'est passé, le jour, tout parfaitement. Et ça, c'est quelque chose où je suis très content de ne pas l'avoir, parce que on se rend compte que c'est aussi une souffrance dans un sens que de ne pas oublier. Alors ça, c'est un point intéressant que tu soulèves là, parce que évidemment, j'imagine que tu côtoies des tas de gens qui sont extrêmement doués en culture générale et en quiz. Et est-ce qu'il y a des personnes, peut-être dans les clubs que tu as côtoyés, dont tu te dis, mais lui ou elle, si il ou elle jouait à un jeu télé, il ferait tout péter. En fait, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. C'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça que moi j'ai lancé mon site de quiz et mon émission de mon côté, pour justement mettre ces gens-là qui n'ont pas la chance de performer à la télé, de pouvoir les mettre en avant justement. Mais j'en côtoie plein, des gens où ils sont trop forts intrinsèquement, ils ont des quantités d'informations mais monstrueuses, et pour autant c'est soit l'information pour certains peut ne pas remonter assez vite dans certains cas, mais c'est relativement rare dans les gens qui font des quiz que je côtoie, ou alors il y a aussi ce facteur de ne pas passer les castings, déjà c'est une chose, ou le facteur, on en parlait tout à l'heure, du stress devant la caméra. Le stress devant la caméra où certaines personnes peuvent complètement perdre leurs moyens, ont un niveau mais monumental, et on les met devant une caméra, et bien ça devient beaucoup plus compliqué. Alors que chez eux c'est des absolus bêtes et des monstres de culture générale et des monstres de quiz. Ça c'est super intéressant, parce que les représentants d'une discipline qui sont connus du public, c'est des personnes qui ont passé cette épreuve, cette étape de la médiatisation. Et c'est pas donné à tout le monde. Et de la même manière, parfois,
il y a des gens du milieu du stand-up qui disent que les personnes les plus drôles qu'ils connaissent ne font pas de stand-up. C'est des gens qui travaillent dans un domaine qui n'a rien à voir, mais qui sont à mourir de rire, mais qui ne monteront jamais sur scène parce que elles n'ont pas cette capacité-là de monter sur une scène pour parler à un public, etc. Et donc du coup, c'est valable pour plein de domaines, et notamment celui-là, forcément. Ouais. En fait, toi, t'es un spécialiste en culture générale qu'on a connu parce que tu as pu franchir cette étape-là, cette épreuve-là, mais il y a peut-être des gens qui ont des capacités extraordinaires qu'on ne connaîtra jamais. Ouais, et c'est ça qui est aussi malheureux dans un sens, c'est-à-dire que je suis complètement conscient de pas être le meilleur. J'ai des records en télé, c'est un fait, mais je suis complètement conscient de pas être le meilleur joueur. J'ai côtoyé pendant tout le long, et ça fait des années que je côtoie des gens extrêmement forts qui sont meilleurs que moi et qui pour autant ne marcheront peut-être jamais à la télé ou n'auront peut-être même jamais la chance de participer. Ouais. Parce que y a aussi l'étape de casting qui est là et qui est un frein pour certains. Et c'est aussi pour ça que dans le site que j'ai monté, je voulais que ces gens-là soient récompensés uniquement au classement et que je voulais pas qu'il y ait de distinction. À partir du moment où tu fais un bon classement, t'es invité et il n'y a pas d'autres critères de sélection. Donc sur ton site, on peut s'inscrire gratuitement ? Oui, on peut s'inscrire gratuitement, et la partie expert, qui est la partie qualificative pour l'émission, elle est payante de l'ordre de entre 1 et 2 euros par mois. D'accord. Mais juste pour pouvoir un peu mieux trier les joueurs qui peuvent se qualifier. Et effectivement, il y a donc 10 questions, enfin même 20 questions par jour qui sont envoyées, 10 questions dans la catégorie expert qualificative. Et là, on va vraiment chercher 300 questions dans le mois, et c'est les meilleurs, ceux qui auront les meilleurs résultats sur 300 questions, chose qu'on ne fait jamais dans des épreuves de qualification sur un jeu, de poser autant de questions, parce que c'est pas du tout pratique en fait. Donc là, c'est une méga épreuve de sélection. Là, c'est une méga épreuve de sélection. Qui garantit que c'est les meilleurs. C'est ça. Et à la fin, donc, il y a une émission. Et il y a une émission, effectivement, qui va se lancer de manière mensuelle à partir du mois prochain. Je ne sais pas quand ce sera. Sur ta chaîne Twitch. Sur ma chaîne Twitch, exactement. À partir de mars, et ça va se faire mensuellement. On va inviter les 4 meilleurs joueurs du mois sur le site. Les 4 meilleurs joueurs du site sur le mois, et bien, ils seront invités sur une émission plateau. Voilà, pour pouvoir justement mettre en avant les meilleurs joueurs. Ok. Tout à l'heure, je parlais du truc de l'Auroch, et tu te rappelais de la date de l'extinction du dernier Auroch. Est-ce que toi-même, t'as été choqué, impressionné par les connaissances d'une personne en particulier, où tu te dis waouh, mais c'est hallucinant quand même de savoir ça ou de retenir ça? T'as déjà été choqué de cette manière-là, toi? Mais j'ai été choqué, mais plein de fois, mais par justement ces joueurs-là, où on m'a sorti des informations mais complètement déroutantes. J'ai un ami qui a posé une question une fois. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement spécifique. Quel est le numéro de la chambre dans laquelle Claude François se fait refaire le nez dans le film Clo-Clo? Voilà. Wow. Le numéro de la chambre dans lequel il subit sa rhinoplastie. Wow. Et je ne me rappelle plus, moi évidemment, mais il m'a posé la question et on en parlait et il savait le numéro, et j'ai trouvé ça complètement ahurissant. On est d'accord que là, on est sur une mémoire photographique, je pense. Il y a autre chose là. C'est là, ou alors qu'il a vu le film plein de fois, je ne sais pas. Ouais. Mais non, on est vraiment sur une lubie extrêmement particulière, un focus qui est fou. Et ce qui m'impressionne, c'est vraiment ces focus très très précis sur certaines choses, et également cette capacité à être très générique en même temps. C'est justement associer la culture générale au sens large, à être bon sur énormément de thèmes et à être excellent sur certains thèmes. Et ce qui m'impressionne le plus, en fait, c'est pas tant les gens qui vont être hyper pointus sur des thèmes que moi je maîtrise pas, parce que je me rends pas compte d'à quel point c'est dur. Il y a forcément ce truc-là, on sait pas à quel point c'est dur quand on ne maîtrise pas. Pour nous, que ce soit un peu difficile, très difficile ou complètement impossible, on fait pas la différence. Et par contre, je suis plus impressionné sur des personnes qui répondent bien à des questions en histoire,
parce que c'est un domaine que je maîtrise davantage, que moi j'ai bossé pour moi-même, pour mon plaisir, et que j'ai aussi bien bossé pour les quiz. Et là, quand on me sort quelque chose de pointu, je suis là au moment de ok, là c'est vraiment hyper balèze, et je me rends compte d'à quel point c'est hyper balèze. Quelle est ta zone de faiblesse? Le domaine auquel tu n'as pas envie de répondre? Maintenant, je pense que j'ai plus rien. Enfin, non, mais dans le sens où je suis bon sur aucun thème en soi. Mais il n'y a pas de thème où je me dis, j'entends le thème, je me dis, oh non, vraiment pas ça. Personnellement, au Trivial Poursuite, si ça tombe sur une question sport, je sais que je vais répondre à côté, c'est sûr. Toi, il n'y a pas ce genre de truc où tu dis, ah non, là, c'est... Non, mais je sais que, typiquement, en foot, je suis pas bon. Voilà, je sais que je discute avec n'importe quelle personne qui suit le foot, et ben je vais me faire étamer. Par contre, je suis capable d'avoir les bons déclencheurs de quiz pour un quiz foot. Si c'est du foot récent, je vais pas avoir. Mais si c'est l'histoire du foot, eh ben je vais même pouvoir mieux répondre que des fans de foot. Parfois, ça peut m'arriver. J'ai vraiment appris certaines choses pour les quiz, et donc j'ai essayé de combler certaines faiblesses. Typiquement, je sais que, par contre, si je pense, le thème où je suis le pire, jeux vidéo. Ah bon? Ouais. Mais parce qu'en fait, j'ai joué à quelques jeux vidéo dans ma vie. Je leur ai mis 2000 heures chacun. mais pour autant, j'ai pas une culture générale du jeu vidéo. Ça alors? Je suis très mauvais là-dessus. Et je me fais... je vais battre quelques personnes âgées parce que j'ai un avantage générationnel. D'accord. Mais pour autant, je suis vraiment pas bon quand il s'agit du jeu vidéo. Clairement. Et mais parce que j'ai pas cette culture générale du jeu vidéo, mais j'essaye de m'y pencher parce que mine de rien, sur Twitch, oui. Déjà, oui. Ce serait bien. Et aussi que les thèmes de culture générale qui tombent dans les quiz ont tendance à évoluer. C'est une chose qui est quand même relativement agréable. On n'est plus uniquement sur de la culture très classique, littérature, peinture, histoire, géo, plus que du très classique, mais on y ajoute, comme ça aurait déjà dû l'être, on y ajoute cinéma, pop culture, jeux vidéo, web culture, tout ça tous ces domaines-là qui étaient des domaines clairement passés sous silence auparavant dans la culture générale, alors que tout rentre dans le domaine de la culture générale. Bien sûr, par définition. Évidemment. Oui. Mais pour autant, il y a très souvent eu, et il y a toujours de la part d'une partie des joueurs, et c'est aussi ça qui rend ce domaine parfois un peu fermé. Il y a toujours un peu je voulais éviter le mot snobisme, mais je vais quand même le lâcher. Il y a toujours ce snobisme de mépris de culture qui est pas de l'ordre du mépris de classe, mais on n'en est pas loin quand même. On n'en est pas loin quand même. Souvent de se dire que oui, mon compositeur vaut mieux que ton rappeur. Et il y a souvent ce truc qui rentre en jeu quand même, ce décalage à la fois générationnel aussi, parce que ça joue, générationnel et sociétal. Ouais. J'ai le souvenir d'une question, je crois que c'était au 12 coups d'ailleurs, où tu as corrigé la réponse. C'était une capitale. Oui. C'était quelle capitale déjà? C'était l'Indonésie. Capitale de l'Indonésie. Ouais. Et donc voilà, tu as corrigé la réponse, donc là vraiment c'est quand même assez exceptionnel. Et je voulais savoir s'il y avait des questions dont tu sais justement que tu hésites toujours entre deux trucs. Tout à l'heure on parlait de la date là, de l'Oroc. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça où tu dis ah, c'est cette fameuse question où je sais jamais si c'est ça ou ça? Ouais, c'est dur parce que effectivement j'en ai pas mal des trucs comme ça, mais quand on me demande par exemple les camélidés d'Amérique du Sud, donc la famille des lamas, guanaco, vigogne, alpaga, je ne sais jamais lequel répondre. Jamais. Je ne sais pas lequel est domestique, lequel ne l'est pas. Je crois que l'alpaga l'est, mais pas la vigogne. Le guanaco, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus. Je ne sais jamais lequel répondre dans ces cas-là. Donc dans ta tête, c'est amalgamé sous la case lama. Dans la case. Plus. Voilà, c'est ça. C'est les camélidés d'Amérique du Sud. Ouais. Je vais en répondre un des quatre un peu au hasard. En fonction de la difficulté de la question, j'arrive à me dire le lama, ce sera la question la plus facile, et puis guanaco-vigogne, ce sera la plus dure. Ouais. Donc je vais répondre un peu en fonction de la valeur de la question aussi et de sa difficulté. Il y a un truc intéressant que tu fais sur ta chaîne Twitch, c'est que tu fais des pré-shots. Ouais.
Et ça, c'est quand même, c'est très marrant parce qu'il faut être spécialiste de quiz pour faire un truc pareil. Il faut vraiment être spécialiste de quiz. En fait, c'est un truc que je fais sur, effectivement, les pré-shots comme ça, je le fais sur une émission qui ne s'y prête pas, qui est Tout le monde prend sa place. Mais en fait, je suis habitué, quand je fais des quiz, à jouer au buzzer. Donc en fait, je fais beaucoup de parties de 9 points gagnants de questions pour un champion où c'est des manches buzzer. Et c'est moi la manche que je préfère parce que c'est la manche où tout le monde a les mêmes questions et c'est là qu'il y a le moins d'aléatoire et c'est juste au premier qui trouve la réponse avec la question. Et tout le monde a la même question, la même lecture, tout le monde a les mêmes indices, les mêmes informations et il faut juste se retrouver comme ça. Et donc, il y a forcément une partie d'anticipation de la question qui rentre en jeu. Et à force d'entendre certaines questions, on peut s'attendre à des suites. Ouais. Ou alors, on peut se dire, bah ça, c'est quand même beaucoup plus probable que ce soit la suite de la question. Ouais. Ou ça, bah c'est la première question. La première question est censée être plus facile. C'est trop dur pour une première question. Ouais. Donc, on essaye de jauger aussi comme ça en fonction de notre habitude. En fonction de la valeur et de la difficulté des questions, en fait, on retombe un peu là-dessus. Donc je précise, au cas où ce serait pas clair, le pré-shot, c'est que tu anticipes la question. C'est-à-dire que l'animateur commence à poser la question, tu coupes, et tu dis, là, ça va partir dans cette direction. Ouais. Typiquement, il y avait un thème, c'est un des pré-shots qui a bien fonctionné sur ma chaîne, un thème histoire de France, de ministre des rois de France, un truc comme ça. Dans quelle ville le surin? Voilà. Okay. Et je termine la question, je trouve la réponse, et moi ça me paraissait assez naturel. Ouais. Dans quelle ville le surin? Donc on est sur des ministres des rois de France. Dans quelle ville le surintendant des finances, donc Nicolas Fouquet, parce que c'est le seul connu à avoir eu ce titre, a-t-il été arrêté? Et la réponse, c'est Nantes. Et en fait, c'est vraiment anticiper la question, avoir la suite de la question et trouver la réponse. Parce que c'est quand même plus sympa d'avoir la réponse une fois qu'on a la question. Et donc ce passage a circulé beaucoup sur les réseaux. Ce passage a bien marché. Ouais. Et puis de même, il y a eu le passage dont on m'a le plus parlé. Ça fait partie des choses dont on me parle le plus actuellement. Un passage au 12 coups. Où la question commence par « Sur quelle mer ?» Et je buzz à ce moment-là. Je m'arrête là. C'était peut-être un peu trop anticipé, mais ça avait bien marché. Sur quelle mer? Et je réponds la mer de la Tranquillité, qui est la mer qui se situe sur la Lune, sur laquelle les astronautes d'Apollo 11 ont alluni. Et en fait, parce que j'ai entendu pas mal de questions sur quelle mer, et souvent la réponse c'était la mer de la Tranquillité. Voilà, question piège avec voilà, on n'y pense pas. Une mer lunaire. Ouais. C'est ça, on n'y pense pas forcément. C'est quand même très risqué. Hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur plein de mers quand même. Ah, il s'est passé énormément de choses, mais en fait, honnêtement, on me demande de le refaire, jamais j'y retourne. Jamais j'y retourne, évidemment. Mais c'est-à-dire que j'avais entendu une question un peu similaire 2 ou 3 semaines plus tôt, et en me disant... J'avais déjà pensé, ça commençait par sur quelle mer, j'avais déjà pensé à répondre la mer de la Tranquillité et je l'avais pas osé à ce moment-là, direct. Bah là j'y suis allé, ça a bien marché et effectivement ça aurait complètement pu être une autre mer. Mais en tout cas sur les statistiques que j'ai élaborées dans ma tête en un quart de seconde, eh bien je me suis dit c'est probable, plus probable que ce soit cette mer-là qu'une autre. Donc j'y suis allé. Si on te donne des moyens illimités pour mener un projet à bien, que fais-tu? En fait, c'est déjà un peu ce que je suis en train de faire et ce qu'on évoquait un peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'écosystème de Coupe de France de quiz. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est forcément... la réponse ne va pas du tout avec les enjeux qu'implique la question et je l'ai un peu détourné. C'est clairement pas ce qu'il y a à faire si on a des moyens illimités, la fin dans le monde, la paix dans le monde, évidemment, voilà. Mais en tout cas, juste ce que je voulais faire et mettre en avant, c'est justement avoir cet impact qu'on n'a pas en France de la culture générale, ou juste se dire que en Angleterre, on a des ligues de quiz nationales, on a des championnats d'Angleterre qui tiennent vraiment la route. On a, pareil, en Allemagne, il y a des quiz-spielers, des joueurs de quiz professionnels, où c'est leur métier. C'est leur métier, ils font que des quiz, et on n'a pas cet écosystème-là en France. Et j'aimerais
pouvoir participer à le promouvoir, à le monter un petit peu, parce qu'il y a énormément de gens extrêmement forts, extrêmement talentueux qu'on ne voit pas sur les émissions télé grand public, c'est ce qu'on disait. Après, il y a aussi le fait que c'est pas du tout diffusable. C'est très moche en fait, les quiz. Les quiz à haut niveau, entre gros guillemets, parce que justement, les championnats d'Europe ou championnats du monde de quiz, c'est plusieurs centaines de personnes dans une salle et on leur met 250 ou 300 questions devant les yeux, ils ont 2 heures pour y répondre et c'est complètement moche en fait à voir, c'est pas diffusable. Et donc il y a cette volonté de transposer ce format parce que c'est quelque chose qui peut pas spécialement se faire sans fond et sans diffusion probablement, donc cette volonté de transposer un peu ce format-là pour que ce soit quand même agréable à voir, agréable à suivre, et en même temps de pouvoir mettre en avant des gens trop forts qui sont pas mis en avant la plupart du temps, et ça reste hyper agréable et hyper stimulant d'avoir des gens capables de discuter de tout, parce que en fait les joueurs de culture générale, ça c'est pas juste des machines à réponse, c'est des gens qui sont très honnêtement et très intrinsèquement intelligents et qui sont capables, pour une partie en tout cas, d'avoir des discussions et d'être hyper pointus dans certains domaines. Tout le monde a ses domaines de compétences où on est capable, où ils sont capables de discuter de manière plus pointue sur certains domaines, tout en ayant une culture générale assez large. Mais justement, avoir ces deux aspects et mettre ces 2 aspects-là en avant, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse en plus que l'idée d'en faire des machines à réponse, quoi. Ok. Pour finir, je pense que un truc qui serait marrant, ce serait que j'aille justement dans mes notes là et que je vois s'il y a des questions que je peux te poser. Si ça se passe bien, je le garderai au montage. Okay. Sinon, je le couperai. Bon, non, mais au pire, t'inquiète. Hein. Est-ce que tu peux me nommer la plante dont la piqûre est la plus douloureuse ? Ah, là, tu vois, on est typiquement sur les questions un peu anecdotes. Botanique en plus. Hein. Botanique en plus, on est sur un domaine un peu obscur. Là, comme ça, non, je suis absolument pas capable. Une plante australienne ? Plante australienne ? Non. Tu l'as pas. C'est la Gympie Gympie. J'ai déjà entendu ça, oui. Il paraît que c'est une des pires douleurs existantes, au-delà de certaines piqûres d'insectes. Et il y a une chaîne YouTube d'ailleurs, avec un type qui est spécialisé là-dedans, il se fait piquer par tous les insectes les plus venimeux et les plus douloureux. Et il y a une vidéo où il se met une feuille de Gympie Gympie sur le bras, et le type pleure. Il est dans une souffrance absolue. Et en plus, il paraît que ça dure des semaines, donc voilà. Ok, bon, celle-là, tu l'avais pas. Trop anecdotique. Il y a un scientifique qui, justement, est à l'origine de l'échelle pour classer les différentes piqûres d'insectes en fonction de la douleur qu'elle nous procure. Et il s'est donc fait piquer par à peu près toutes les espèces d'insectes possibles et imaginables. Et est-ce que tu connais le nom de l'échelle ? Le nom du... J'ai plus le nom de l'échelle. Tu l'as ? C'est l'échelle de Schmidt. D'accord. Justin Orwell Schmidt, je crois. Mais par contre, je sais quelle piqûre il a mis au sommet. C'est quoi ? C'est celle de la fourmi balle de fusil. Oui. Ouais. Voilà. Et ben le type de la chaîne YouTube dont je parle, il s'est fait piquer par une fourmi balle de fusil et ça fait mal, hein. Mais sur sa chaîne, il parle d'insectes qui font encore plus mal. Il a voulu mettre à jour la fameuse liste en fait. Okay. Et la grande gagnante, c'est une guêpe orange. Déjà, quand tu la vois, t'as pas envie de te faire piquer. Déjà. Et pour lui, c'est la douleur la plus intense qu'il ait jamais eue. Après, faut quand même en vouloir pour vouloir mettre à jour ce genre d'échelle. J'avoue. Je n'irai pas le faire. Mais ça fait des millions de vues. Donc, tu vois, finalement, c'est son métier de se faire piquer et ça fonctionne. Alors, j'ai une autre question. C'est une question d'histoire. Donc, celle-là, je pense que tu l'as. Comment je pourrais formuler ça ? Il y a ce truc-là de se dire, pareil, j'avais un peu ce biais-là. Il y avait ce biais-là un peu à l'émission. Oh, mais c'est une question d'histoire, vous le savez pas. Mais l'histoire, c'est tellement large, bien sûr. Tellement d'anecdotes, de lieux, de géographie différentes, où de se dire, non, juste, on sait pas tout, on apprend, et justement, c'est ça qui est trop bien. Ouais. C'est le fait de pouvoir apprendre constamment, en fait, qui est stimulant. Comment s'appelle le dialogue qui illustre
les rapports de domination entre pays. Il y a un dialogue historique qui a eu lieu pendant la Grèce antique entre Athènes et une petite île. Ça te parle pas ? Non, ça me parle pas du tout. C'est le dialogue mélien. Ok, ça connais me parle pas ça absolument pas. Et ben donc, il y a 2000 ans, Athènes a décidé d'envahir une petite île, qui était donc, je crois, l'île de... Alors, je sais plus si c'est Mélios ou Mélos, je ne sais plus. Mélos, je crois. Et donc, ils sont allés voir les habitants de cette petite île en leur disant, maintenant, vous allez vous rendre et on va vous coloniser. Et donc, les gens de Mélos ont voulu instaurer un dialogue en disant, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que vous voudriez nous coloniser, prendre le pouvoir ? Nous, on est neutres, on vous a jamais fait de mal. Et donc, il y a tout un dialogue qu'on a encore aujourd'hui, dans lequel, en gros, Athènes explique que quand il y a un rapport de force déséquilibré, la notion de justice n'entre pas en compte. Ça n'existe que qu'entre forces égales, mais si un pays est fort et l'autre est plus faible, alors il l'envahit et c'est normal. Et c'est ce qu'on appelle la realpolitik, donc la politique qui est basée sur les rapports de force et de domination entre pays. Et donc le dialogue mélien, c'est ça, quoi. C'est cette tentative d'un pays plus faible d'essayer de raisonner le pays plus fort. Okay. Et ça n'a pas marché, puisque donc les Méliens se sont fait massacrer, malheureusement. Voilà. Je connaissais pas du tout, mais j'aime beaucoup. Dialogue mélien. J'aime beaucoup l'anecdote. C'est même plus qu'une anecdote, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu sais qui possède le premier O de Hollywood ? Il y a quelqu'un qui le possède. Ouais. Oh, ça va être Jeff Bezos qui l'a acheté, bien sûr. Non, je ne sais pas. Non, c'est Alice Cooper qui l'avait acheté pour l'offrir à Groucho Marx, qui était un ami. Pourtant, ils avaient 60 ans de différence. Mais il lui a offert le O de Hollywood. Et après ça, du coup, il y a plein de stars qui ont acheté des lettres. Et l'enseigne a été entièrement remise à neuf grâce à des stars qui ont racheté les lettres de Hollywood. Et donc là, chaque lettre appartient à quelqu'un. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce que tu connais le nom de cette espèce de chat qui vit sur l'île de Man et qui n'a pas de queue ? C'est une espèce de manx, et c'est le grumpy manx. Mais c'est le manx. Ouais, mais c'est ça. Il y a des espèces de manx qui ont des queues. Et il n'y a que le grumpy, je crois que c'est le grumpy manx, qui lui a une queue vraiment atrophiée de tout juste quelques centimètres. Les autres ont des queues à peu près normales. Magnifique, parce que là c'est une bonne réponse. Et en plus, tu précises le truc. En plus. Je t'en demandais pas tant, donc c'est magnifique. Écoute, on va s'arrêter là, on va finir sur cette bonne réponse. Merci Emilien d'avoir été mon invité. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation, les discussions, c'est trop bien. Avec plaisir. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve mardi prochain.